Je suis hyper en retard sur ce dossier. On vous fait croire que tout est possible, que vous avez toutes les cartes en main. Or, quand on se confronte au réel, le retour de bâton peut être très virulent. Je ne sais pas si vous en souvenez, mais il y a 4 ans, Julia de Funès était partout. La comédie inhumaine est un best-seller, et là vous sortez Développement impersonnel aux éditions de l'Observatoire. Il faut dire qu'elle avait tout pour plaire. Dans ses livres, ses conférences, ses passages dans les médias, elle dénonçait les absurdités du monde de l'entreprise. En formation, des personnes qui ont 40, 50 ans se retrouvent à faire des Lego, des Kapla, des tours Eiffel en spaghetti pour créer du lien et souder les équipes. C'est quand même excessivement infantilisant, voire humiliant. Et elle s'en prenait également aux gourous du développement personnel avec leurs certificats en mousse et leurs pensées en carton. Il y a des écoles de coaching, il y a des formations en coaching qui sont très contestables parce que les formations sont très courtes. Les plus grandes, c'est 18 mois, 1 semaine par mois. C'est fait par des personnes qu'on peut contester. Les certifications sont aussi très contestables. Et elle appuyait ses critiques sur la reine des disciplines, la rhétophilosophie. Le philosophe, en tout cas, essaye de faire la généalogie des idéologies sous-jacentes qui expliquent certains comportements, certaines dérives. Mais ces attaques contre le développement personnel étaient-elles bien justifiées ? En 2017, Julia de Funès soutenait une thèse intitulée « De l'identité personnelle à l'authenticité entre représentation et mimétisme ». Dans cette thèse que vous allez facilement trouver en ligne, Julia analyse pourquoi l'authenticité est devenue une vertu célébrée et comment les coachs en tout genre ont su surfer sur cette quête du moi véritable avec des recettes de briques et de broc pour nous apprendre à nous connaître, à nous comprendre, à nous aimer. Puis elle va montrer que vu les tonnes de pages noircies par d'illustres philosophes sur la question, tout ceci est en vérité bien plus compliqué et on peut douter de l'existence même du moi, car finalement, quand je dis je, qui parle? C'est passionnant, mais il manquait un ingrédient pour que sa pensée touche un plus large public. Les remèdes tangibles, l'efficacité concrète du coaching, c'est impalpable. Les formations, c'est très contestable, il n'y a pas de critères tangibles. Distribuer de gros taquets. De sa thèse, Julia de Funès a tiré un livre coup de poing, Développement impersonnel, succès d'une imposture. Écoutez-moi ça. Les psychologies positives n'en finissent pas de vanter avec une sympathie solaire, mêlée d'une sottise satisfaite, l'empire de la sérénité, noyant tous les poissons de la négativité et des passions tristes. Les réseaux sociaux débitent des packs de niaiseries confucéennes en série dans une phraséologie infantile truffée de clichés démagogiques. Les entreprises se lancent dans des marathonades de bien-être plus stéréotypées les unes que les autres. Il n'y a plus de malaise dans la civilisation, l'épanouissement personnel est devenu le nouvel opium du peuple. L'homme n'est plus un loup pour l'homme, mais un chaton. Le développement personnel et sa horde de desservants épanouis ont évincé Hegel et Freud. Nous devons nager dans une harmonie radieuse, la béatitude sur pilotage automatique. Nous voilà propulsés dans la pensée positive, qui positive plus qu'elle ne pense. C'est le non-esprit du temps. Vous imaginez le carton de ce genre de tirade au pays des schtroumpfs grognons. Le livre suit ensuite un plan efficace. Comment en sommes-nous arrivés là? À qui profite le crime? Et comment réparer les pots cassés? Pour ce qui est du diagnostic, Julia de Funès avance que c'est l'effondrement des transcendances qui nous a amenés à n'avoir Dieu que pour notre nombril. Dans l'Antiquité, poser la question de la vie bonne, du sens de la vie, du comment vivre, revenait à se référer à un principe transcendant à l'homme qui servait de critère pour apprécier la valeur de la vie. C'est par rapport à l'ordre général du monde que la plupart des hommes devaient se situer pour se comprendre et devenir ce qu'ils devaient être. Réussir sa vie pour Platon ou Aristote, c'est en effet trouver sa place, son topos, au sein de l'univers. Ensuite, c'est le religieux qui nous a offert une nouvelle forme de transcendance. Réussir sa vie ne consiste plus alors à trouver son lieu naturel, sa place, son topos, mais à agir en fonction des commandements de Dieu. Mais, nous dit Julia de Funès, nous n'avons pas vécu la fin des transcendances comme une libération, nous sommes plutôt devenus nos propres tyrans. L'individu se retrouve très vite seul face au vertige du « sois toi-même », réussis ta vie, trouve un sens à ton existence, d'où évidemment le besoin de béquilles existentielles, de recettes comportementales, parce qu'on est très, très seul face au sens de son existence et la construction de son moi. Et c'est en prétendant nous soulager de ces nouveaux mots qu'entrent en scène les grands antagonistes du livre, les coachs.
C'est là peut-être le principal ressort du succès de Julia de Funès, elle a su construire l'ennemi parfait. On va pas aller se faire opérer du pied, du genou ou du cœur par un type qui a fait maximum 18 mois d'études et encore dont on ne sait pas d'où il sort. Et pourquoi l'esprit a droit à moins d'égards? Je vois pas pourquoi on confie notre psychisme à de l'amateurisme. Je pense qu'il faut être aussi vigilant pour notre esprit et nos états d'âme et nos sentiments qu'on l'est pour notre corps et qu'il faut aller voir les spécialistes de la santé psychique plutôt que les amateurs. Dans la seconde partie de son livre, elle nous présente le coach comme un incompétent, un imbécile, un usurpateur, un manipulateur qui en plus s'en met plein les poches. En gros, vous devenez coach à 40-50 ans. En général, c'est lié à une lassitude de son métier précédent. Pourquoi c'est très attractif? C'est parce que quand on bifurque, quand on change de métier ou de vocation, très souvent, il faut redescendre à l'échelle au niveau 0. Quand on fait un CAP boulanger, il va falloir revenir au niveau débutant. Mais là, quand vous devenez coach, vous avez toujours ce sentiment de supériorité. Vous allez aider les gens. Donc les gens ont besoin de vous. Vous avez l'impression d'être psy, sans avoir passé des diplômes, sans avoir fait vos années de médecine, avec un salaire qui est beaucoup plus important que celui du jeune interne qui commence à l'hôpital. Donc c'est tout bénef. Au plan rhétorique, c'est très efficace. Julia de Funès nous présente une galerie de portraits criant de vérité, le coach mental, le coach esthétique, le coach en stratégie nutritionnelle, le coach en entreprise, et à chaque fois, c'est bien envoyé. Les coachs en mode, en fashion, vont faire de nous des gens hype. N'est pas hype qui veut. On peut traduire hype par trendy. Le français est définitivement out en langue de coach. Après plusieurs journées de déambulation dans les grands magasins, vous saurez enfin quels vêtements adapter à votre silhouette. Ce qui nous donne des hommes en costume sur basket et des femmes en t-shirt Mickey overside, sur jupe notaire avec un nano-sac en python d'Asie. On ne ressemble plus à rien, mais on est hype. Parole d'expert. Enfin, dans la dernière partie de son livre, Julia de Funès nous propose une série de déconstructions, c'est-à-dire qu'elle va partir de ce qu'elle a identifié comme un des piliers de l'idéologie du développement personnel, et elle va en montrer les limites. Par exemple, l'idéologie de la rapidité. Évidemment, c'est la recette de la recette. Il mise sur un temps très court, parce qu'aujourd'hui, prenez un temps long. Mais alors c'est décourageant et ça n'est absolument pas sexy. Ça, tout ce qui demande un effort est très vite déconsidéré. Donc évidemment, tout est misé sur la vitesse. Mais alors là, évidemment, beaucoup de philosophes, j'en cite un, mais Nietzsche qui disait pour être éclair, il faut rester longtemps nuage. Et après avoir ainsi réintroduit de la complexité, Julia de Funès va nous proposer une ouverture philosophique. Nous devrions apprendre à être lent pour devenir fort, car la lenteur permet de ne pas disperser notre énergie à la moindre sollicitation et d'engranger de la puissance. Et là, on tombe, il me semble, sur un problème. Parce que je suis désolé, mais ça, ce qu'on vient de lire, ça ressemble quand même à des injonctions de développement personnel, mais en plus obscur et en moins pratique. Apprendre à devenir lent pour devenir fort. Est-ce que tu es en train de me conseiller d'aller m'entraîner dans une salle avec une gravité 10 fois supérieure à celle de la Terre ? C'est bien, fiston. Tu réussis à contrôler ton énergie maintenant. J'avoue, je persifle. L'ouvrage est bon et vous n'allez vraiment pas perdre votre temps en le lisant. Mais je dois quand même insister sur une limite importante. En faisant mes recherches pour cette vidéo, je suis tombé sur cette séquence. Est-ce qu'on vous demande à vous aussi d'être performant en tout, d'être heureux au travail, de prendre des risques et en même temps, est-ce que vous n'êtes pas vous aussi englué par des milliers de procédures? Il s'agit d'une publicité pour un podcast payant. Et attention, je trouve ça bien et je trouve ça noble de vivre de la vente des produits de notre travail. Mais ce qui me frappe dans ce discours de vente, c'est le déséquilibre entre le temps consacré à décrire le problème. Est-ce que vous arrivez à faire confiance, à vous faire confiance? Est-ce que pour cela vous lisez des ouvrages de développement personnel? Et le temps consacré à vendre la solution. Je vous invite à me suivre dans une collection de podcasts Serious Audio dans lesquels j'esquisse quelques pistes de réflexion philosophique. C'est succinct comme s'il y avait un malaise. Et pour cause, on a finalement le beau rôle quand on décrit les mots du temps présent. Et on a aussi le beau rôle quand on critique ceux qui tentent de faire des choses. Mais il y a un moment où on doit se mouiller, proposer ses outils. Et s'il y a du monde pour jeter des pierres à un bouc émissaire, il y en aura beaucoup moins pour essayer de mieux faire, surtout si cela demande un investissement. Et
c'est là pour moi le mal de notre temps et peut-être de notre espèce. L'intellectualisation, la théorisation nous gonfle d'orgueil, si bien que nous croyons dispensés de tester, d'expérimenter, de pratiquer les choses. Regardez, ici, Julia de Funès nous donne une méthode pour pratiquer la philosophie de Nietzsche. L'idée, c'est de vraiment choisir nos moments de vie comme si nous avions à aller vivre une éternité de foi. Est-ce que j'ai envie de revenir une éternité de foi dans ce studio discuter avec vous? Si je réponds oui, c'est le cas, c'est-à-dire que je suis bien dans ma vie, je suis vraiment dans l'authenticité de ma vie. Donc c'est un questionnement à avoir en se disant, est-ce que j'aimerais le revivre une éternité de foi? Et là, ce serait facile de faire l'intello. Cette question n'a pas de sens car nous ne pouvons pas nous représenter l'éternité, mais on peut aussi se dire, tiens, je vais tester. Parce que je veux bien qu'on tape sur le développement personnel, c'est rentable. Mais peut-être que cette discipline a simplement émergé parce que les philosophes étaient trop occupés à relire Bergson à la lumière de Merleau-Ponty qu'à fournir à leurs contemporains des outils concrets et pratiques pour mieux vivre. Imaginons que tout ne soit pas à jeter dans les ouvrages sur le bien-être, le bien-vivre, la réussite, les habitudes, la performance, les relations, qu'il s'agisse d'une base de travail, de choses à expérimenter. Imaginons que nous soyons un peu plus nombreux à prendre nos journées comme des quêtes, des opportunités de tester de nouvelles manières d'être, de nouvelles manières de faire. Imaginons que nous soyons un peu plus nombreux à documenter nos expériences et à partager nos réussites comme nos échecs. Imaginons que nous passions un peu plus de temps à tenir compte de ces retours d'expérience. Aurions-nous autant de temps à consacrer à nous lamenter sur la crise du sens et des identités? Car, parlant de sens, puisque nous sommes des hommes, il ne me semble pas insensé d'aspirer à l'être mieux. Merci d'avoir regardé ce nouvel épisode de Parle, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez m'aider grandement à continuer mon travail en aimant cette vidéo, en la commentant et en vous abonnant si ce n'est pas déjà fait. Et je vous donne 2 ressources si vous voulez aller plus loin en rhétorique. Vous savez que j'envoie au moins une fois par mois un article aux abonnés à mon cercle des orateurs. C'est un article sur lequel je passe du temps, sur lequel j'accorde du soin. C'est un petit cours de rhétorique en fait que vous recevez directement dans votre boîte mail. J'y développe un outil, une technique, un plan de discours pour vous aider à être plus persuasif, à être plus performant quand vous prenez la parole en public ou quand vous créez du contenu. Si ça vous dit, vous avez le lien sous cette vidéo. Et parce qu'en matière de persuasion, il faut constamment questionner nos certitudes, j'ai lancé un format sur ma chaîne secondaire où j'analyse avec vous des articles scientifiques qui nous présentent les comptes rendus d'expérience en matière de persuasion. Et l'objectif, c'est de lire ces articles ensemble en dégageant des idées de choses qu'on peut tester dans nos prochains discours et nos prochains contenus. Je vous laisse avec la dernière vidéo de cette playlist. Prenez bien soin de vous et à très vite.